Bonjour! Je sais pas vous, mais moi, je suis déjà en train de préparer Noël. Avant de commencer, je voudrais vous remercier chaleureusement pour tous les messages d'encouragement que vous m'avez mis dans ma dernière vidéo. C'était vraiment super gentil, parce que ça aide beaucoup, l'air de rien. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent d'une façon ou d'une autre, via la cagnotte Tipeee, via la wishlist Amazon aussi, ou tout simplement en regardant mes vidéos. D'ailleurs, à ce sujet, je vais me présenter parce que la plupart d'entre vous ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors je me présente, je suis Sylvie Pereira, je viens de me lancer dans un grand projet qui commence par la construction d'une tiny house. Ensuite, il y a la restauration de granges et pour chacune de ces constructions, il va falloir que je meuble. Donc, déjà, je peux vous dire que pour la tiny house, je vais faire la porte d'entrée, je vais faire la cuisine, je vais faire des rangements, je vais faire plein de choses. Il y en aura pour tous les goûts. Alors, abonnez-vous. Retournons sans plus attendre à la suite de la construction. Cette fois-ci, je vous montre comment ça s'est passé avec le plancher. Il a fallu de l'aide. Carlos, fantastique. Il va revenir aussi pour le toit. Je vous montre tous les tâches, quoi. Voici Carlos et son magnifique camion de grue. Il a un camion de grue parce qu'il est formateur au FUST. En une semaine, il vous apprend tout ce qu'il faut savoir pour être autonome et construire une maison en rondins de bois. D'ailleurs, plusieurs de ses élèves en ont fait leur métier. Dans la description, je vous ai mis un lien vers son site où vous trouverez plein d'informations intéressantes sur la FUST et ses coordonnées si la formation vous tente. Vous reconnaissez le morceau de bois? C'est une longrine pleine de sabots sur lesquels seront clouées les solives du plancher de l'étage. Pour mettre tout ça en place, une grue, c'est vraiment idéal. On peut déplacer le morceau vers le haut, vers le bas, sur les côtés, sans aucune restriction, si ce n'est la longueur de la flèche. Et hop! On la positionne bien comme il faut et on passe à l'autre. Maintenant, les solives. On en met 2 pour être sûr de la position des longrines. Et on les sécurise tout du long avant de les clouer aux sabots qui sont déjà fixés au mur de la porte d'entrée. Je cloue les solives en place, et comme on me l'a fait remarquer en commentaire, Carlos me confirme que on n'est pas obligé de mettre des clous dans chacun des trous. 1 sur 2, ça suffit largement. Évidemment, il y en a toujours une un peu récalcitrante, celle-là ne veut pas se mettre en place. Alors regardez ce que fait Carlos. Il la met légèrement en biais, il la tire, puis avec le marteau, il la guide à sa place. On était prêt à sortir la meuleuse, mais pas besoin. Celle-ci est beaucoup plus éloignée des autres parce qu'elle va contenir la trémie de l'escalier. C'est moi qui la pose toute seule. Les morceaux sont beaucoup moins lourds. Ces 2 derniers sabots sont donc pour la trémie d'escalier. Je les pose une fois que tout est en place pour être sûr que je les mettrai au bon endroit. Parce qu'il y a ce morceau derrière, rattaché à la longrine. Les 2 sabots sur la trémie seront visibles, c'est pas très grave. C'est pour ça que je les ai pris avec les languettes vers l'intérieur, c'est plus discret. Je vais poser tout l'OSB qui va venir au ras du sol du premier étage. Ce sera plus facile pour mettre les clous. Les clous qui vont venir au ras du sol.
il y a toujours une rangée de clous à placer au milieu de la plaque d'OSB. Je dois viser sur 45 mm. C'est pas évident, alors je trace un repère. Voilà comment je m'y prends. J'utilise de la poudre de traçage haute qualité de chez Wurth. Elle résiste à l'eau. C'est pas un détail quand on est en Normandie. Vous le verrez par la suite. Là, j'ai oublié de brancher le micro. C'est embêtant parce que je vous parle. Je suis en train de vous dire que, avant d'aller plus loin, il faut que je mette l'OSB qui arrive au ras du plancher, parce qu'il y a un interstice très fin qui est la différence entre l'épaisseur des longrines et des solives et celle des murs. Si je ne l'isole pas avant de poser le plancher, j'y aurais plus accès. Ici, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a les longrines. Il faut donc découper avant de les mettre en place. Évidemment, ça ne rentre pas du premier coup, hein. Voilà. Là aussi, il va falloir que je bouche ce trou. Pour maintenir l'OSB en place, je vais utiliser ce scotch. Vous verrez plus tard, sur le pare-pluie, il faut un peu frotter pour le faire adhérer, mais sur l'OSB, il colle du feu de Dieu. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la ouate. Je commence comme ça, mais je me rends compte que l'espace est vraiment très petit. Mais en fait, je préfère projeter de la ouate dans un sac et la mettre à la main. Voilà le résultat. Je peux poser le plancher. Comme vous le voyez, j'avance très lentement. Je mesure chacun de mes pas. Ça, c'est pour la première plaque d'OSB. Je marche sur un sol qui n'est pas du tout stable. Un oubli et ça peut me coûter très très cher. À tel point que j'ai pas du tout envie de filmer, alors je n'allume pas la caméra. Faire plusieurs choses en même temps, c'est presque pousser à l'accident. Ça ne se voit pas, mais là, il y a quelques minutes, il m'est arrivé exactement ce que je ne voulais pas qu'il m'arrive. J'ai mis le pied sur une plaque qui n'était pas stabilisée. Par chance, je suis resté accroché aux longrines. Vous voyez mon cou ? Il est plein de colle. Vous verrez plus tard, mon menton, il est légèrement violacé. Ça a fait un gros crack dans mon cou. En fait, je suis complètement sonné, mais je finis de poser le plancher. Une fois que c'est fait, je peux monter et lever les murs. Pour celui-ci, rien de spécial. Il est très facile à mettre en place. Pour la façade nord, en revanche, il va falloir la monter à moitié au-dessus du vide. Voilà comment je m'en sors. J'utilise une planche.
Je sais qu'il va y avoir quelques averses, alors je mets des bâches un peu partout. Mais il n'y a pas grand chose à craindre, c'est de l'OSB 3, ça résiste à l'eau. C'est drôle, ça donne presque un avant-goût de la tiny house terminée. Non, je plaisante, ce sera mieux que ça. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de vent. Parce que je suis pas sûre que ça tienne très très longtemps. Et j'espère que là-haut, là, ça fera pas piscine. Il y a quand même une légère pente, ça devrait aller. Le lendemain, je monte au sol la petite façade. Et je peux mettre les deux en place d'un coup. Ça, c'est pour les murs et le plafond. Bien, il est temps de mettre la couche de peinture sous la tiny house. C'est pas que ce soit totalement indispensable puisque c'est de l'OSB 3, mais une semelle rouge, c'est tellement classe. C'est un truc de fille là, vous pouvez pas comprendre. Ça, c'est Florian. Il est venu me donner un coup de main pour poser ses plaques d'isolation sur la façade nord, est et sur le toit. Enfin, ensemble, on n'aura pas le temps de tout mettre. On les fait tenir au mur grâce à un contre-latage et des vis de 140. Autant vous dire que c'est pas facile de viser droit. C'est pour ça qu'on utilise une équerre. On les colle entre elles avec du mastic colle, le même qui a servi à coller le plancher. Pour la dernière, on essaie de la couper avec une scie à bras. Bon, la scie circulaire, c'est quand même mieux. Les suivantes, on les découpera pas collées au mur, évidemment. Pour les fenêtres, on met tout simplement les plaques en place et on dessine l'ouverture, puis on les coupe. Une fois qu'on a deux rangées, on les visse. Il n'y a pas trop de vent ce jour-là, mais ce serait dommage que quelque chose vienne les faire tomber. On poursuit comme ça tranquillement notre montage, mais pas jusqu'en haut parce que il va falloir poser les chevrons de la toiture et ce serait dommage de venir abîmer les plaques d'isolation. Et d'ailleurs, ce jour-là, on n'a pas le temps d'aller plus loin que ça sur la face nord, parce qu'il est déjà super tard. Bah oui, les jours sont encore très très longs. Mais Florian, il faut qu'il rentre chez lui, alors on s'arrête là. Évidemment, le reste, je vais le finir toute seule. Et il reste quand même quelques découpes. À deux, c'était déjà pas super rapide, mais alors toute seule, c'est pire. Je mets quelques plaques de plus, mais j'ai pas le temps de tout finir. Voici à nouveau la grue de Carlos. Il est venu me donner un coup de main pour mettre les pannes fêtières. Heureusement, sans lui, j'en aurais été bien incapable. Il faut les glisser dans les murs déjà en place, et pour ça, la grue, c'est l'outil idéal. Avec les deux chevrons que j'ai déjà découpés, on les met à leur place définitive. Et on les sécurise avec ces petits tasseaux.
Le ciel est bleu, mais dans les jours qui arrivent, je sais qu'il va pleuvoir. Donc, je mets en place une certaine stratégie qui devrait être efficace contre la pluie. Cette bâche, c'est une bâche de protection. Je veux voir si j'arrive à faire le tour avec. C'est pas mal, donc je la mets en place. Mais je me rends compte aussi que là, il y a trop de prise au vent. Donc il faut que je mette un minimum de plaques d'OSB. Entre la chute et tous ces poids à soulever quotidiennement, je suis exténuée. Mais vraiment, là, je suis au bout de ma vie. Chaque jour, je me réveille fatiguée. Il me faut un break, mais j'ai pas du tout envie de laisser la construction dans cet état-là. Il faut que je fasse la charpente. La bâche tiendra beaucoup mieux avec. Sinon, ça risque de faire une grosse piscine qui va craquer très facilement. J'ai 2 profils à découper, c'est-à-dire en fait 4 extrémités. Je remercie chaleureusement Victor de m'avoir conseillé de le faire à la tronçonneuse. Ça peut paraître un peu rock'n'roll de le faire comme ça, mais en réalité c'est beaucoup plus simple et surtout vraiment très rapide de le faire comme ça. Enfin, j'ai quand même 18 morceaux à découper sur les 2 extrémités. C'est pas rien. À ce moment-là, je me rends compte que ce serait peut-être pas mal de poncer ces 2 poutres qui, une fois tout terminé, seront visibles. Alors je ponce, mais vu ma position, j'y arrive pas très bien. On m'a dit qu'avec un rabot ça marcherait mieux, on verra donc plus tard. Je mets les chevrons en place, vous aurez remarqué mon harnais. Là je suis face au trou, il y a un trou béant dans le plancher du premier étage. Ce sera sympa plus tard, mais pour l'instant ça l'est beaucoup moins. Quand on travaille, on a besoin de ses 2 mains. Donc souvent, je ne peux pas me tenir et travailler. Et ça, moi, j'aime pas du tout. Et c'est pas le harnais qui me donne une impression de sécurité. Je vous assure que j'aime pas du tout faire ce que je suis en train de faire là. Je cloue les chevrons aux extrémités et au centre, je vais les fixer avec ces grandes vis qui font près de 30 cm de long. Je vais peut-être faire un pré-trou. C'est pas une mauvaise idée, mais j'ai pas de mèche qui fait 30 cm. Donc pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Mais je me rends compte que ça va pas le faire du tout. J'ai réussi à en mettre une, mais même si ma visseuse à choc est faite pour la charpente, elles sont un peu le chaud, hein. Ça, c'est trop pour elle. Il faut que je lui fasse un pré-trou et qu'il fasse 30 cm de long. Il me faut une mèche. Donc, pour l'instant, je pose les chevrons juste en les fixant aux extrémités, pas au centre. Du coup, je rajoute une vis de 140 en plus des 2 clous, ça leur fera pas de mal. Et puis, je mets la bâche. Et là, je me fais un break chez papa et maman, ça va me faire du bien. J'ai vissé toutes ces bâches grâce à des tasseaux, et j'ai en plus mis des élastiques ou une corde aux 4 coins de celle qui est sur le toit. Sans vouloir trop dévoiler la suite, en Normandie, il pleut et il y a aussi des gros coups de vent. Alors les bâches, ça tient pas vraiment bien. Vous me connaissez, c'est pas un coup de vent qui va me faire perdre ma bonne humeur. Alors, à bientôt.